S'il fallait un jour écrire la genèse de Radio et TV Wallonie, ça commencerait sans doute comme ceci. Au début était la culture. Mais qu'est-ce que c'est la culture, en fait? Bien sûr, ce sont tous les arts, mais c'est aussi notre façon d'être, notre façon de vivre. C'est ça l'ADN de Radio et TV Wallonie, mettre en valeur tout ce qui contribue à notre bien-être et à notre mieux vivre. Alors quand on touche à tout ça, nous devons d'intervenir. À cause de leur pandémie, là, que nous connaissons, et dont jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas de responsable, nous vivons une triple fracture. Une fracture sociale, une fracture économique et une fracture culturelle. Des gens souffrent, des gens meurent, et tous les autres sont mal. Et parmi ceux-là, il y en a qui sont plus mal que d'autres, parce qu'ils sont impactés par des décisions qui ont été prises par des autorités. Alors oui, nous devions intervenir. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole aujourd'hui. Aujourd'hui, avec mon ami et néanmoins collègue Laurent Etienne, nous allons recevoir des gens qui, sans langue de bois, vont vous faire part de leur désarroi. Nous sommes heureux et fiers de pouvoir vous les présenter, même si nous aurions préféré que ce soit dans d'autres conditions. Nous n'allons pas tomber dans la sinistrose, Laurent. On va même utiliser un tout petit peu d'humour noir. Qui avons-nous au menu aujourd'hui? Des morceaux de pièces, Patrick. Notamment Marc Carnéval, Elisabeth Frépon, les chouines du commerce de Liège. Nous aurons également Benoît Fontaine, représentant la bouffonnerie de Liège. Didier Beauclainville, à ne plus présenter non plus. Et bien sûr, notre hôte du jour, Christophe Martinez, puisqu'il nous reçoit dans son restaurant. Et voilà. Les verres sont vides, mais nous, on voudrait bien qu'ils soient remplis. Oui. On va bosser. On y va. Martinez, merci de nous avoir accueillis ici chez vous, dans votre restaurant malheureusement fermé et transformé en studio de télévision, pour l'occasion. Une occasion qui est évidemment catastrophique, puisque nous allons parler de fermeture de l'Horeca et vous êtes acteur de terrain, acteur de première ligne. Je vais te laisser la parole, mais d'abord je voulais simplement dire que tu es ici à Èvres, à la fois restaurateur et aussi attenant à ton restaurant le tenancier d'une friterie. Donc ça veut dire que tu es à un tiers, un huitième, un 16e sauvé, parce que tu peux au moins peut-être envoyer de la nourriture aux gens, mais sur commande évidemment. Ça, tu peux encore utiliser le système de nourriture à emporter. Mais il faut encore que les clients viennent et c'est ça que j'aimerais bien parler avec toi aujourd'hui. On en est où? La friterie, c'est bien. On pense qu'on ne va pas changer ses habitudes et qu'on va à la friterie, mais voilà, depuis mars, c'est la descente. C'est la descente sans cesse. Et on vient de nous remettre un coup derrière la tête. Là. On ouvre pour que les quelques clients qui viennent ne trouvent pas porte close, tout simplement. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment difficile. La majorité reste quand même, quand on gagne des sous, c'est quand même quand on va à table, quand on peut prendre un plat avec quelques boissons. L'emporter, c'est une toute petite mesure dans les chiffres. Et à cause de ce qui se passe, c'est vraiment peu, c'est vraiment très peu. Hors caméra, on parlait tout à l'heure de cette possibilité, quand on a un peu de sous de côté, de pouvoir aller puiser dedans. C'est ce que tu as dû faire. Oui, c'est bien ça, oui. 10 ans de mise de côté pour si il y avait un petit couac, le couac il est là, mais on repart après 10 ans à zéro et ça fait pas plaisir en fait. Puisqu'il va y avoir un nouveau conseil de sécurité, on prenait des mesures encore plus drastiques, c'est-à-dire qu'on prolonge éventuellement encore au-delà du mois. Qu'est-ce qui se passerait? C'est difficile à dire, mais pour moi personnellement, je suis abattu. Voilà, je suis abattu, pas que financièrement. Financier, c'est une petite partie de l'iceberg. Il y a le reste. On est des êtres humains, on est des consommateurs et on n'a plus de pouvoir d'achat.
parce qu'on n'a plus de rentrées non plus, et que les sorties sont plus importantes que les rentrées pour la plupart d'entre nous. Donc oui, les mesures, on va certainement les prendre. Je pense qu'il ne faut pas être très intelligent pour savoir que vendredi, ça va être le coup de grâce. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Enfin, je ne suis pas non plus là pour trouver des solutions, mais en tous les cas, pour nous, encore une fois, pour les restaurateurs, on a fait des registres, on a mis au point tout un tas de règles. On a suivi les règles qu'on nous a imposées, sans critiquer, parce qu'on les trouve justes, ces règles. Mais maintenant, ici, on prend des décisions sans être venu consulter nos registres qu'on a tenus minutieusement pendant des semaines et des semaines. Et c'est déjà illogique, ça. C'est déjà illogique de nous avoir fait faire ça. Donc c'était juste de nous faire faire ça. C'est-à-dire qu'il fallait savoir où le problème démarre. Mais si on ne vient pas voir ces registres, pourquoi alors nous taper dessus, puisqu'on n'est pas venu contrôler et s'assurer que c'est notre faute? Alors, est-ce qu'on est vraiment les fautifs? Je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas. Si, je sais, mais non, on ne l'est pas. Les règles de sécurité dans l'ORECA, elles sont strictes. Et on ne peut pas y échapper. Et si on ne le fait pas comme il faut, on ferme nos établissements. Donc oui, on les tient, les règles. On les tient même peut-être plus que ce qu'on nous demande. Je pense maintenant à une réaction politique, Oui. puisque nous avons invité Elisabeth Frépon, qui était chouine du commerce à Liège. Merci d'avoir accepté cette invitation, merci d'être avec nous. Elisabeth Frépon, vous venez d'entendre le témoignage d'un commerçant de l'ORECA. Certes, il n'est pas liégeois, mais ça reste dans la région. Votre première réaction quand vous entendez ça, c'est un discours que vous entendez tous les jours? Oui, malheureusement, c'est ce qu'on entend tous les jours et pour être avec l'équipe du cabinet sur le terrain et non pas cloîtré au cabinet, on se rend compte de la réalité de terrain et de la désespérance. Parce qu'on peut parler maintenant, on n'est plus dans l'interrogation, on est dans la désespérance. Et ce désarroi qui est un désarroi socio-économique et un désarroi humain. Et il est évident qu'on attend avec beaucoup d'attention le comité de concertation de vendredi, mais en attendant, il y a une réalité humaine que nous devons rencontrer. Et ce n'est pas évident au niveau local, puisque on sait très bien que la Belgique est une lasagne institutionnelle et nous dépendons du pouvoir fédéral, du pouvoir régional. Il y a également les décisions de monsieur le gouverneur de la province de Liège et au niveau local, nous avons cette difficulté. Nous sommes charnières entre les niveaux de pouvoir et la réalité de terrain. Justement, au niveau du commerce, vous avez réagi. Le collège a réagi déjà très rapidement, a débloqué plus de 12 millions pour pouvoir arriver à aider tous ces gens qui sont dans la problématique. Quelles sont ces solutions? Oui, alors il faut savoir que justement, nous sommes face à une situation inédite et exceptionnelle. Lorsque, au mois de mars, c'était le 13 mars, on a décidé de la fermeture des établissements, très rapidement, le bourgmestre et le collège et l'administration, on a tenté de réagir au mieux face à une situation dont on ne connaissait pas les tenants et aboutissants. Et donc, c'est vrai que monsieur le bourgmestre a parlé, a évoqué hier d'un plan de relance de 12,8 millions, mais c'est le fruit d'une réflexion et d'action au jour le jour. Il faut savoir qu'au niveau de l'ORECA, très rapidement, on a mis sur pied des plateformes, justement pour le takeaway, dès le mois de mars, pour que les commerces sédentaires, mais il ne faut pas oublier, il y a les commerçants ambulants aussi, puissent avoir une visibilité sur leurs prestations de livraison. Il faut savoir qu'à Liège, nous avons cette particularité d'avoir le plus grand marché d'Europe et que, évidemment, c'est un impact financier considérable aussi pour les commerçants ambulants et pour le commerce sédentaire en lui-même, mais il y a aussi des répercussions de la BAT sur le commerce sédentaire. Donc, il y a une plateforme, des newsletters qui ont été donnés et très rapidement, monsieur le bourgmestre, la première échevine et moi-même, nous avons réfléchi sur ce qu'on pourrait mettre sur pied au niveau de la taxation. Et ça a fait le fruit d'une réflexion puisqu'on ne peut pas trouver des solutions en un coup de cuillère à peau, d'autant qu'il faut rappeler que Liège, c'est une ville de 200 000 habitants, qu'on a pratiquement 1000 établissements ORECA, on a 5000 commerces et nous sommes sous plan de gestion, sous tutelle de la région wallonne. Donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. On aimerait bien pouvoir délier la bourse beaucoup plus qu'on l'a, mais on est quand même fort circonscrit dans la réflexion et le raisonnement budgétaire. Et c'est pour ça que c'est peut-être venu tardivement pour certains, mais on a pris le temps de réfléchir et de voir où on pouvait aller avec le plan de relance qui s'est fait sur 4 axes et qui a été exposé hier à l'issue du collège communal extraordinaire.
C'est impossible, non seulement au niveau budgétaire, et puis comme je vous l'ai dit, il faut comparer ce qui est comparable au niveau des localités ou des villes. Nous, on a fait un gros effort financier. On va avoir une aide, un subside du fédéral, on va avoir un emprunt de la région wallonne, et c'est quand même 800 000 € sur fonds propres du budget de la ville de Liège, alors qu'on sait très bien que la ville de Liège ne se porte pas bien, donc l'effort, il est là. Mais il est vrai, nous sommes tous conscients de cela, que c'est bien insuffisant à côté de ce que l'ORECA a comme répercussions socio-économiques. Bien Patrick, toi tu parlais de guerre, moi je vais plutôt parler de football, parce que c'est un grand amateur de football en disant Horeca 0, virus 2. Je vous présente Marc Carnéval, vous êtes le patron des Sabots d'Hélène, établissement bien connu dans le Carré ici à Liège. Vous avez réagi très viruleusement pendant le premier confinement, pendant le second aussi, puisque vendredi vous étiez comme tout le monde devant la télévision en attente des nouvelles, et là c'est le coup de guillotine. Oui, c'est ça. C'est ça. En fait, on a pris ça sur le coin de la tête. Ça nous est arrivé un vendredi. On nous a laissé cette fois-ci utiliser notre marchandise. Merci l'État. Moi, je vais vous dire franchement, je trouve quand même que la Belgique est à deux vitesses. La première vitesse, c'est on a peur. Et la deuxième, on fait n'importe quoi. Et voilà, vous devez savoir que les hôtels, par exemple, peuvent faire à manger. Allez savoir pourquoi. Eux, ils peuvent faire à manger. Voilà, nous pas, mais eux peuvent faire à manger. Nous avons, Christophe tout à l'heure a parlé de listing. Les listings étaient à leur disposition pour faire non seulement un travail d'approche, pour voir un peu ce qui était touché, mais ça n'a pas été fait. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites, mais on nous a exigé beaucoup de choses. Vous devez savoir qu'un plexiglas, c'est entre 150 et 200 €. Il en faut minimum 10, donc c'est déjà 2000 € qu'on a dû investir rien que pour ça. On ne parle pas des produits. Moi, j'avais parlé à nos chers ministres en leur disant, tiens, les plexis, les masques, les gels, pourquoi vous n'avez pas bloqué les prix? Puisque ça allait être quelque chose de vital, et ils allaient faire quand même 600%. La réponse, vous la connaissez, il faut faire des bénéfices. Ce qu'on donne d'un côté, il faut le reprendre de l'autre. Donc voilà, je pense que la gestion de cette crise, en tout cas, elle s'est ciblée sur les indépendants, et elle y est restée. Je vous ai dit que dernièrement, un ministre a dit on ferme tout ce qui est non essentiel. Donc il estime que l'ORECA, qui est les petits indépendants, 40% du chiffre d'affaires pour la Wallonie, ben, nous sommes des gens pas essentiels. On va quand même rappeler à ce ministre-là quand même que s'il n'y a pas l'ORECA, ben, la ville ne marchera rien. Il n'y aura rien qui fonctionnera. D'ailleurs, si vous vous rappelez, la toute première fois, on a ouvert très tard. Les magasins se plaignaient, il n'y avait personne dans les magasins. Et ça va continuer comme ça. Voilà, les jeunes, vous savez, les cocoteurs, comme on les appelle. Moi, ils me commandent des fois 40 charbonnades. Allez un peu savoir où est-ce qu'ils vont les mettre. Hein. Donc, vous voyez, donc, je pense qu'on s'est trompé de cible une fois de plus. Je pense que les gens ont besoin de s'amuser. Je pense que les gens ont besoin de se détendre en sécurité. Et l'ORECA était pour moi le seul endroit qui était prouvé qui était en sécurité. Le seul. Maintenant, on peut aller au zoo, on peut aller voir des singes, on peut aller à Walibi, on peut aller dans des tas d'endroits. Voilà, la toute dernière loi qui vient de sortir, on ne peut pas vendre d'alcool. Donc les emporter commencent, on ne pourra pas vendre à nos clients du vin. Pourquoi? Les grandes surfaces peuvent. Donc voilà, donc on est touché là-dedans. Les hôtels peuvent faire à bouffer, les grandes surfaces peuvent vendre des alcools, mais nous, on ne peut pas. Donc on peut faire des emportés, mais sans vendre une bouteille, que ce soit de vin ou une bouteille de bière. Et alors, il faut expliquer ça. Alors voilà pourquoi je pense que la colère, elle est légitime dans tout le monde. D'ailleurs, il y a une plainte qui est partie contre l'État. Et j'espère quand même qu'elle va aboutir, puisque tout l'ORECA, que ce soit Bruxelles, Namur, Liège, s'y sont mis. Donc ça coûte beaucoup d'argent quand on veut un bon avocat. Mais voilà, c'est fait. Il faut aussi que vous sachiez qu'on pense vraiment à la santé des gens. On ne pense pas qu'on veut absolument ouvrir. Mais si on nous ferme, qu'on nous donne au moins les moyens de subvenir au moins à notre bien-être. Moi, je connais des tas de gens qui ont vendu des maisons pour payer leurs dettes. Mais ça, on ne le dit peut-être pas assez. Il y a des gens qui ont 50, 60 ans, qui ont dû mettre toutes leurs économies qu'ils avaient mis de côté pour leurs vieux jours, qui ont dû mettre dans leur restaurant. Et ça, c'est pas normal. On prend une décision, on ferme, d'accord, mais maintenant aidez-nous. J'ai entendu par exemple la ville de Crisnay, avec son bourgmestre bien célèbre puisqu'il a été ministre aussi, qui maintenant propose un service de livraison à domicile via des employés de la commune à vélo. C'est une possibilité aussi peut-être de s'en sortir, Marc. Vous êtes dans le carré, vous êtes relativement et difficilement accessible pour l'instant, étant donné qu'il y a énormément de travaux. C'est aussi un autre problème qu'on oublie. Mais le problème, livrer à vélo.
Expliquez-moi pourquoi on a arrêté tous les travaux pendant 6 mois alors qu'il n'y avait personne en ville. Pourquoi on n'a pas fait continuer les travaux? Non, on les a arrêtés, c'est très intelligent ça. Par contre, j'ai vu une solidarité, j'ai vu des boulangers m'appeler en me disant on a un comptoir, si vous voulez vous pouvez mettre vos marchandises, nous on veut vous aider. Donc les aides qu'on reçoit c'est par les indépendants, les gens, les petites gens comme on dit. Mais je pense que notre gouvernement Vivaldi, ben, il devrait plutôt écouter une autre musique que ce qu'il nous donne pour le moment. On ne veut pas entrer dans des problèmes politiques, ce n'est pas notre but, on n'est pas là pour ça. Mais tu as dit, il faudrait créer un parti des indépendants. Tu es toujours dans cette logique-là, parce que ça en est une. Dans ta colère, c'était une logique. Mais la logique, elle est très simple. Si maintenant vous mettez des indépendants connus, vous mettez des forêts connues, vous mettez des gens très connus dans un parti, ils prendront des voix, beaucoup de voix. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces voix? Vous voyez, nous autres, notre rôle, ce n'est pas de faire de la politique. Mais maintenant, créer un parti qui va justement prendre beaucoup de voix pourrait peut-être faire réfléchir. C'est-à-dire qu'ils devront se mettre à la table avec nous. Et on n'a pas de programme, nous. Hein. Le but, ce n'est pas de créer quelque chose en se disant on est plus malin qu'eux. Hein. Ils ont des chiffres que nous, on n'a pas. Mais moi, je dis que créer un parti avec des gens connus va rapporter beaucoup de voix. Et alors, ça les embêterait peut-être un petit peu. Voilà, c'est comme si eux, ils ouvriraient des restaurants. Voilà, et ben, moi je pense que oui, je pense que si maintenant je vous dis on a un forêt connu, on a une célébrité liégeoise connue, on a un ou deux restaurateurs connus, vous voyez, des gens connus qui seraient là en train de, tout simplement dans une liste, ben, je suis certain que les gens voteraient pour eux cette liste. D'ailleurs, comme vous dites, on ne fait pas de politique, mais moi j'aime les bleus, j'aime les rouges, j'aime les verts, ils viennent tous manger chez moi. Et ils savent fort bien que je ne ferai jamais de politique dans ce sens propre du terme. Mais maintenant, il faut quand même vous dire, en Belgique, on est quand même le seul pays où on peut perdre des élections et être au pouvoir. Hein. C'est quand même un des seuls pays au monde, hein, ça. Hein. Donc voilà. Et maintenant, je vous dis, je souhaite beaucoup de chance à ce gouvernement qui est sur place. Mais maintenant, la crise, elle doit être vraiment gérée autrement. Ils ont lâché 500 millions, mais maintenant, il faut qu'on les voit. Bien Patrick, il n'y a pas que le monde de l'Horeca qui est en deuil, il y a aussi le monde du spectacle et c'est pour ça que nous allons leur laisser la parole. En plus, on en a ici avec nous qui a une double casquette. En plus d'être comédien, il tient à un endroit où l'on mange aussi, puisque c'est l'objectif, c'est de manger en se distrayant. C'est Benoît Fontaine. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors la bouffonnerie, bien sûr, on connaît l'établissement, il est à Liège, en plein centre-ville. Pour vous aussi, c'est un coup dur. Oui, c'est un coup dur. Oui, évidemment que c'est un coup dur. En théorie, on a toujours l'autorisation de faire des spectacles, hein, mais dans des conditions qui ne sont pas vraiment acceptables, en tout cas pas à nos yeux, puisque ça veut dire que les gens ne peuvent plus manger, ça c'est une évidence, ils ne peuvent plus même prendre un verre, et étant donné qu'ils ne peuvent plus manger, ben, ça veut dire qu'ils doivent être masqués pendant tout le spectacle. Et donc on a choisi dans ces conditions-là de ne plus ouvrir. Voilà, depuis dimanche, jusqu'au nouvel ordre, on évaluera en fonction de l'évolution de la situation. Autre invité, on l'a vu aussi à la bouffonnerie, hein, Patrick, mais je vais te laisser le présenter, bien sûr. Ah oui, parce que c'est Didier Boclainville, le Didier Boclainville. Oh, il n'y en a pas d'autres, donc... Heureusement. À partir du moment où on met un article devant son nom, déjà, c'est... Ah ouais, ça le fait. Hein. Déjà très bien. Alors, Didier, comédien, comique avant tout, donc formaté déjà pour avoir une certaine tournure d'esprit. Je pense que vous vivez différemment ce confinement. Moi j'accepte tout, hein, donc ça glisse. Mais c'est vrai que là il y a des dates qui s'annulent évidemment, puisque je devais jouer à la bouffonnerie les 2 semaines qui viennent. On devait aussi jouer un repas-spectacle dans la grotte à Cannes, à côté de Visé, qui a été annulé aussi. Et puis un autre spectacle qui devait se jouer le 31 octobre qui s'annule aussi. Parce qu'il y avait un repas aussi, mais de toute façon, la salle ne veut pas accepter le spectacle pour le moment. Donc voilà, il y a des choses qui tombent. Voilà, ce sont des remises et des remises et des remises, mais personnellement, comment vous vivez ça? Comment est-ce qu'on traverse, je connais une partie de la réponse, puisque je suis un peu dans le même cas que vous, comment, quand on est un créatif, quand on est un comédien, comique qui plus est, comment on peut traverser tout ça? Parce qu'à côté, il y a des choses abominables, il y a des gens qui meurent, des gens qui souffrent. Et puis là, il faut garder le cap. Voilà, mais il faut se dire qu'on a déjà de la chance, puisque c'est vrai que même pendant le confinement, j'avais la chance d'être dans un village, avec une maison, avec un petit jardin. Donc voilà, et on pense comme ça à ceux qui sont dans des appartements à Bruxelles et avec des enfants en bas âge. Voilà, ça va être bien pire. Donc
Finalement, on a de la chance. Ça, c'est votre cadre de vie. Mais au niveau de la création, par exemple, est-ce que ce Covid, en plus d'être notre ennemi pour le moment, est-ce qu'il n'y a pas un effet castrateur quand on est un créatif? Sophie l'avait si bien dit, on s'est réinventé. C'est vrai qu'on a fait des choses qu'on n'aurait sans doute pas faites s'il n'y avait pas eu ce Covid. C'est vrai qu'on a fait des directs Facebook, j'ai animé une vente aux enchères pour une association dont je suis le parrain, et là, pour ne pas la citer, oh mince, je l'ai fait. Et c'est vrai que c'est une vente aux enchères qui a duré pendant 5 heures. Donc 5 heures de direct sur Facebook, c'est quand même un truc de grand malade. Donc voilà, je suis content de l'avoir fait et je le referai pour d'autres associations. Si j'ai bien compris, vous ne craignez pas Covid parce que vous êtes encore plus malade que si vous étiez touché. Je suis un grand malade de naissance. Ça c'est très bien. Je pense que quand l'imagination est au pouvoir, finalement c'est peut-être ça le remède pour le Covid, enfin contre la Covid. Ça ne servira à rien, et je pense que c'est trouver des solutions qu'il faut faire, et faire attention quand même, parce que quand même, ça reste une saloperie, on est bien d'accord. Mais bon, il ne faut pas non plus sombrer dans la psychose. Voilà, donc quand finalement, avoir le moral, c'est déjà un premier pas. Et essayer de le donner aux autres. Et essayer de le donner aux autres, voilà. Quand vous avez appris la nouvelle, tous les deux, vous étiez où et vous vous êtes dit, ça y est, c'est bon pour notre pomme, on va suivre, on est les prochains? Laquelle de nouvelle? La nouvelle on ferme le restaurant et on fait juste de la remporter, et puis après on voit ce qui se passe parce qu'on réenvisage vendredi peut-être de tout fermer. Ben oui, j'ai l'impression que oui, c'est vers là qu'on va. Et on s'est dit, dommage. Parce que c'est vrai que je ne vois pas bien où est le problème d'ouvrir les restaurants. Personnellement, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup plus de risques là. Bon, les salles de sport, je peux comprendre, parce qu'il y a beaucoup de contacts aussi, un match de basket, oui. Mais dans un restaurant, je ne pense pas. Ce qui est dur, c'est ce côté-là. C'est le côté non donnant. On a fait tout ce que vous nous demandiez, quoi. Alors, foutez-nous un peu la paix. Allez plutôt taper du côté où les choses ne sont pas respectées. Voilà, je pense qu'on a investi de l'argent dans des plexis. Enfin, je dis moi je reconnais que je ne l'ai pas fait. Moi j'ai choisi la distance maximale, mais je suis encore allé dimanche soir, comme beaucoup de Liégeois sans doute, manger un petit bout dans un restaurant une dernière fois, et je voyais les panneaux en plexi qu'ils avaient fait avec une structure métallique, etc. Il y en avait 11 dans le resto, ça ne coûte pas 50 €. Ils ont investi de l'argent, je pense. Moi je n'ai pas fréquenté un seul restaurant où les règles n'étaient pas respectées, et puis là, on doit fermer quand même. Alors peut-être qu'on ne doit pas trop râler parce qu'on ferme juste une semaine avant les autres. Peut-être, malheureusement, sans doute ce qui risque d'arriver vendredi. Enfin, je suis comme Didier, je ne vois pas pourquoi les choses s'amélioreraient, puisque, en effet, je n'ai pas le sentiment que le problème vient des restaurants, donc ce n'est pas en fermant les restaurants que le problème va s'arranger. Donc il va falloir s'acquérir ailleurs, et je le crains. Les fêtes de fin d'année, vous les voyez comment? Pas très bien, pas d'un très bon œil. On va s'amuser ou pas? De quelle année? Les fêtes de cette année, fin d'année, Noël et Nouvel An cette année, moi, 2020. J'ai déjà décidé il y a un mois de ne rien faire au Nouvel An. Parce que je me doute bien que de toute façon, si on peut faire des choses, si on peut ouvrir, ce sera avec des restrictions super importantes. Et si c'est pour faire un réveillon de Nouvel An en demi-teinte, je préfère ne pas le faire. Voilà, moi c'était déjà clair. Voilà, moi, eh bien, normalement, je serai, si tout va bien, sur les planches du Troca, puisque Michel Depas m'a demandé de participer à la revue qui se jouera donc le 31 décembre, le 1er janvier et encore quelques dates en janvier. Donc voilà. Eh bien voilà, Benoît, merci beaucoup. Merci à vous. Docteur Boclainville. Tiens, on aura tout entendu. Vous avez apporté peut-être une ébauche de solution. Et pour ça, sans doute. Pour ça, on vous dit merci, docteur. Mais je vous en prie. À très bientôt, à très vite.